Actions versus fonds négociés en bourse, c'est ce dont il sera question dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui, produit lors du 26 février de l'année 2026. Donc, comme à l'habitude, je fais ma petite mise en garde ici, à savoir que l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Et bien entendu, investir comporte des risques. Et pour chacune des informations abordées, je vous propose de les vérifier par vous-même de manière indépendante. Donc, en fait, aujourd'hui, j'en suis venu à un point que dans mon cas, j'évalue qu'il est plus pertinent de centrer mon investissement sur des fonds négociés en bourse plutôt que des actions. Parce que faire la gestion active de portefeuille où on choisit des actions, oui, il peut y avoir des actions qui vont surperformer le marché. Prenons par exemple, si vous regardez à l'écran par rapport à l'action de l'entreprise Nvidia, donc qui fait des GPU là, par rapport à des cartes graphiques. Donc, elle a fait l'action un rendement de 40% sur un an. C'est une action d'une entreprise technologique par rapport au Nasdaq 100. Le marché par rapport aux 100 plus grandes entreprises du secteur de la technologie aux États-Unis, c'est un rendement de 18,46. Fait que oui, l'action peut surperformer le marché, mais encore faut-il savoir dans quoi qu'on investit, surveiller l'action, évaluer c'est quand les moments d'opportunité, les moments de vente. Ça demande beaucoup d'énergie. Faire tout ça, là. Et je vous dirais de trouver la perle rare, donc l'aiguille dans la botte de foin, parce que des entreprises technologiques, il y en a plusieurs. Quelqu'un qui a investi tôt pour une entreprise comme par exemple celle d'NVIDIA, vous voyez, sur 5 ans, il aurait fait 1248% de rendement, alors que sur 5 ans, l'indice technologique, c'est 93%. Là. Donc, ça n'a rien à voir. Là. Quelqu'un qui a une valorisation qui est très grande, mais des Nvidia, naturellement, il n'y en a pas des millions. Et quelqu'un qui a réussi à trouver ça au début, la personne, c'est sûr qu'elle peut être très fière d'elle là, si elle conserve ça pendant plusieurs années. Sauf que le point, c'est que c'est très difficile de savoir c'est quelle action naturellement qui va se démarquer du lot pour donner un rendement incroyable au fil des ans. Et énergivore. Sur Internet, je vais voir souvent par rapport à Facebook des articles qui sont publiés par la frugaliste Futée. Si vous regardez à l'écran, elle publie régulièrement. C'est pour ça que je parle d'elle. Elle est facilement retraçable là, sur Facebook à chaque jour, habituellement sur semaine. Là, elle envoie plusieurs messages. Elle est très active. Et je vois qu'elle dépense beaucoup d'énergie pour étudier les différents types d'actions. Elle en parle régulièrement. Mais le point, c'est que si on regarde au niveau de sa performance annualisée, donc, elle a fait un envoi de message le 10 janvier 2026. Puis je l'ai conservé parce que je trouvais ça intéressant dans le sens que sur 6 ans d'investissement, bon, elle parle où se situent là, différentes personnes dans le secteur de l'investissement, mais elle a un rendement avec son portfolio de 15,7%. Et quand j'ai vu ça, ben, je trouve ça intéressant de voir où ce qu'elle en est, mais en même temps, je trouvais ça un peu déprimant parce que je me dis, en l'envoyant aller, là, donc elle est tellement active pour faire de l'analyse de titres, de la recherche, puis elle envoie régulièrement des messages que je regarde son rendement, 15,7%. C'est pas mauvais là, en passant. C'est sûr que ça bat les certificats de pauvreté garantis, là, les CPG, qui dans certains cas vont donner du 3 au 5 de rendement. C'est sûr qu'elle est au-dessus de ça. Par contre, je trouve ça un petit peu ennuyeux parce qu'il y a des fonds où ce que zéro gestion. Prenons par exemple celui-ci sur le Nasdaq 100. On voit sur un an 18,46. Donc la personne fait zéro effort, puis elle a ça comme rendement. Elle n'a pas besoin de sélectionner des entreprises de qualité, ce qu'elle va appeler des machines à cash, là, comme par exemple, là, elle va parler d'entreprises comme Netflix, Amazon,
Google. Donc, et beaucoup dans les actions technologiques américaines. En fait, le point, quand on regarde ici son tableau, c'est un peu déprimant pour les gens qui sont à Shanghai. Le CSI 300, 2,8% de rendement. La CAC 40 à Paris, 5,8%. ARC, Cathie Wood avec son fonds technologique, 7,9%. Mais je trouve ça un petit peu décevant. Sur Internet, il y a beaucoup de vidéos par rapport à Cathie Wood. Puis elle est présentée comme une sommité de ce que je comprends là, dans le domaine de l'investissement, un peu comme Warren Buffett, mais elle, plus dans le secteur technologique. Sauf que le point, c'est que son fonds d'investissement, il performe moins que le Nasdaq 100. Là. Quand on regarde les choses objectivement puis froidement, et c'est le but, entre autres, de ma capsule d'aujourd'hui d'enregistrement, c'est de prendre un temps pour regarder froidement la réalité de l'investissement. Ensuite, on voit, Berkshire Hathaway, donc l'entreprise de Warren Buffett, ce multimilliardaire âgé de plus de 90 ans, 12,5% de rendement. En fait, c'est un petit peu plus bas. Peut-être que ça a moins performé dans les dernières années, mais j'avais déjà eu des chiffres comme de quoi que pendant plus de 30 ans, il y a eu une moyenne de 19% de rendement. Là. Le Nikkei 225, un indicateur du Japon, 12,9. MSCI World Index avec 23 pays dans le monde, dont les États-Unis, qui est à peu près 70% du MSCI World, 13,2% de rendement. Le TSX à Toronto, donc la bourse canadienne, 13,6%. Je ne m'attendais pas que la bourse canadienne allait surperformer l'indice du MSCI World, là, honnêtement. Ensuite, il y a l'SP500, 14,8% de rendement. Là, elle a son portfolio. Ensuite, l'or, 16,2%. Donc, par rapport aux 6 dernières années. Fait que, tu sais, c'est spécial là, parce que l'or, on s'entend, il y a zéro gestion active. Là, la personne achète un métaux, puis le métaux prend de la valeur. Merci, bonsoir. Ensuite, le QQQ. Donc 3 fois la lettre Q qui est associée au Nasdaq 100, 20,1% de rendement, donc c'est en lien avec le Nasdaq 100, ça suit cet indicateur-là pour le secteur de la technologie. Puis ensuite le Bitcoin, 60,81%. Fait que quand on regarde le tableau, moi ce que ça me donne comme message, si je veux avoir de la performance, il y a entre autres le Bitcoin ou le Nasdaq 100. Mais le Bitcoin, la problématique, c'est qu'il y a des cycles haussiers puis baissiers. Là. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, ce qui fait que ce n'est pas un rendement constant. Sinon, en fait, le point que j'ai à faire, puis des fois, ça me fait un petit peu de la peine parce que je regarde à matin des gens là, sur Internet qui consacrent l'énergie, ils écrivent des articles. Dans les derniers mois, je regardais ceux publiés par naturellement la Frugaliste Futée, mais il y en a d'autres aussi. Puis là, par exemple, par rapport à une entreprise comme Netflix, donc une entreprise qui vend des abonnements en ligne pour visionner des vidéos de films ou de séries télévision. En fait, il y avait Cheval l'investisseur, je trouve intéressant. Sur Facebook, qui parlait que le prix était bas. Ensuite, il y a François J. Dubois, aussi que je trouve intéressant, avec des graphiques d'analyse technique par rapport à Netflix. Puis il y avait aussi, naturellement, la Frugaliste Futée qui en a parlé. Parce que c'est sûr que si quelqu'un qui fait de l'analyse au niveau fondamental évalue que Netflix, c'est une entreprise qui fait partie du Nasdaq 100, donc les plus grandes capitalisations. Et si, par exemple, l'action se transige sous 31% de sa moyenne depuis les 200 jours, là, ça peut être intéressant à considérer. C'est ça, ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport à des gens sur Facebook à quel moment ils vont acheter ou vendre des actions, puis voir la logique derrière ça. Il y en a qui vont procéder à de l'analyse technique et fondamentale combinée pour justifier leur décision. Donc, c'est sûr que ça peut être intéressant d'étudier ça puis de voir qu'est-ce qu'on fait. Moi, en voyant ces messages-là, j'ai acheté par rapport à la gamme de produits Harvest, celui qui se rapporte à Netflix, qu'on peut retrouver, qui est NFLY ici.
Donc là, présentement, au moment où je vous parle, il est à 7,93 puis il donne 16 sous de revenus passifs par mois. Donc Netflix a baissé, puis si on part de l'hypothèse qu'il baisse ponctuellement, mais il va se remettre à réaugmenter, à ce moment-là, ça peut être une façon d'aller faire un gain d'argent ou d'acheter carrément l'action de Netflix, mais elle coûte plus cher, 82,70, tandis que là, le fonds négocié en bourse avec option d'achat, 7,93. 7,93, c'est plus abordable. On peut acheter plus de parts, puis c'est avec un effet de levier de 0,25%. Fait que si l'action se remet à réaugmenter, bien, ça va augmenter chaque hausse de 0,25%, ce qui est quand même non négligeable. Fait que c'est sûr que la gestion active, en tant que curiosité, ça peut être intéressant à faire. Sauf que le point que je dois admettre en faisant de l'analyse plus détaillée, c'est que j'ai regardé par rapport à Warren Buffett, qui est une légende dans le domaine de l'investissement, donc par rapport à son action de Berkshire Hathaway. J'ai comparé à QLD, qui est un fonds négocié en bourse avec un effet de levier x2 par rapport au Nasdaq 100. Puis je dois constater que malheureusement, même cette personne, Warren Buffett, qui pendant plusieurs décennies a consacré sa vie à faire de l'investissement avec de l'analyse fondamentale de la qualité des titres qu'il achète, ben, si on regarde objectivement pour un investissement de 10 000 par rapport aux deux fonds auxquels je fais allusion, au bout de 10 ans, ben, le fonds de Warren Buffett donne 37 000 ce qui n'est pas mauvais, mais l'autre, donc QLD, qui, par rapport au Nasdaq 100, a un effet de levier, 172 863, ce qui n'est pas pareil. Il y en a un qui a un rendement moyen de 13,99 puis l'autre de 32,98. On n'est vraiment pas dans les mêmes eaux. Ce qui veut dire que même un professionnel comme lui qui fait de la gestion active de portefeuille va aller chercher moins que l'autre personne qui fait zéro gestion, puis il prend tout simplement le fonds à négocier en bourse avec effet de levier x2 pour prendre des hausses, puis qu'il va aller chercher plus de rendement. Donc, quand on compare, c'est sûr que le fonds avec effet de levier est plus volatile que l'autre. Lorsqu'on regarde la courbe, ça c'est clair. Par contre, si c'est un investissement à long terme, donc plusieurs années, comme par exemple 10 ans et plus, ben, il va y avoir des creux, mais il va y avoir des hauts. Et si on regarde ici en comparant les deux, que les hauts sont plus hauts que l'autre, là, au niveau de la progression. Fait que c'est sûr que ça fait une différence par la suite. Naturellement, au fil des ans, puis le point que je veux faire par rapport à ça, c'est que je dois aujourd'hui, en ce 26 février 2026, ça fait plusieurs mois que j'étudie intensivement à la bourse, je suis obligé d'en venir à la conclusion. C'est dur pour mon ego et mon orgueil personnel que vaut mieux que j'investisse dans des fonds négociés en bourse que zéro gestion, dans l'optique de surperformer les indices boursiers, plus précisément en investissement dans des effets de levier par rapport aux indices boursiers pour amplifier les rendements, et en m'appuyant sur le fait que si on prend par exemple un indice comme le Nasdaq 100, bien, sur le maximum de temps il y a des données qui sont compilées sur Google, on voit que c'est des hausses. C'est sûr qu'il y a des creux à certains moments, mais en général, c'est aussi. Puis c'est la même chose pour le SP500, que c'est ça qui donne plus de rendement. Donc, c'est sûr que mon intérêt pour la bourse, c'est d'aller chercher du rendement. C'est pas être la personne qui va trouver la pépite d'or, là, c'est-à-dire le prochain Nvidia qui va donner un rendement d'au-dessus de 1000% en 5 ans. Donc, c'est sûr que c'est de se ramener au fait. Puis, moi, en analysant les choses froidement puis rationnellement, je comparais, par exemple, le fonds VOO qui se rapporte au SP500 avec le SPXL, toujours avec portfoliovisualiseur.com. D'ailleurs, je mettrai le lien en bas de l'enregistrement présent. C'est un outil qui peut être utilisé pour comparer des fonds entre eux. Donc, si je compare les deux fonds, eh bien, je constate qu'entre le fonds régulier et celui à effet de levier, naturellement, celui à effet de levier surperforme et quand même de beaucoup. Pour un 10 000 initial investi, 10 ans après,
Donc ça, c'est en 2016. En 2026, si on regarde au niveau des calculs, bon, ben celui lié au SP500, le VO, donne 42 000, mais l'autre donne 143 273 $. C'est quasiment 100 000 $ de plus, là. Il y a quand même une grosse différence. Et le retour annuel, lui, est à 15,54 % de revenus moyens par année, puis l'autre 30,50. Fait que ça fait quand même une grande différence là, entre les deux. Mais on voit que le Nasdaq 100 performe moins que si on prend, par exemple, au, le SP500 pardon, performe moins que le Nasdaq 100 avec effet de levier. Le Nasdaq 100 avec effet de levier, c'est 32,98 % de rendement. C'est quand même plus que celui-ci. C'est sûr que, bon, les chiffres liés au passé ne sont pas garants de l'avenir, mais si on suit les tendances présentement au niveau du marché, parce que ce soit le Nasdaq 100 ou SP500, au fil des ans, c'est constamment haussier. Oui, il y a des périodes que ça l'a stagné. Oui, au début des années 2000, il y a eu l'explosion de la bulle technologique par rapport au Nasdaq 100, qui a nuit à la progression dans les années qui ont suivi, mais en général, on peut voir que la progression est quand même importante. Puis le message que ça m'envoie comme information, c'est sûr que quelqu'un qui investit avec des effets de levier, c'est plus volatile, plus de variations, plus de risques, mais en même temps, la personne va peut-être aller chercher plus de rendement. Tout ça pour vous dire quoi? Ben, j'en suis venu à une conclusion aujourd'hui que dans l'optique, parce que mon but à la base, à travers l'investissement à la bourse, c'est pas être le génie qui va identifier l'entreprise qui va augmenter de x10 ou x1000 % là, comme la prochaine vidéo, comme je vous le disais tantôt. J'ai pas cet orgueil-là et cette prétention-là. C'est plus tout simplement de faire de l'argent avec efficacité. Puis j'en suis venu à la conclusion que d'investir dans des fonds négociés en bourse avec effet de levier, c'est ce que ça me permet de faire. Donc, je vais investir dans ces types de fonds-là. C'est sûr que c'est dur pour mon ego parce que c'est un petit peu un deuil, parce que je trouve il y a une dimension d'aller sur Facebook, là, de voir, OK, telle personne parle que tel titre pourrait être à rabais, que là, ça peut être une opportunité à considérer pour en acheter, puis là, à un moment donné, ça peut être une opportunité d'en vendre, puis là, il y a un aspect social associé à ça, le sentiment d'être en contrôle, d'être efficace, performant, mais dans les faits, je trouve que la frugaliste fruitée est très dévouée. Elle fait beaucoup de messages sur Facebook. Il y en a d'autres aussi, là. Sauf que le point, c'est le résultat. Moi, si je peux aller chercher une moyenne de 30% de résultats en faisant zéro gestion active, tandis qu'elle va chercher du 15,7% de rendement, puis elle fait beaucoup d'efforts, ben, je vais y aller avec la gestion passive. Peut-être je vais prendre un, ou comme là, j'en ai pris un peu, là, Netflix, quelques-uns pour m'amuser, mais ça ne sera pas l'essentiel de mon portfolio. Pour l'avenir, je me donne comme objectif d'y aller plus avec des fonds négociés en bourse, puis peut-être un petit pourcentage, mais juste à titre indicatif ou m'amuser en tant qu'égo. Mais l'essentiel de mes revenus, dans mon optique de surperformer le marché par rapport aux principaux index comme SP500 et Nasdaq 100, c'est vraiment d'y aller avec ça. Sinon, mon objectif plus à moyen ou long terme, c'est d'investir entre autres dans HHIS, qui est un fonds négocié en bourse avec option d'achat. Là, je regarde en date d'aujourd'hui, ça a baissé un peu. Il a été un petit peu plus que 30% il y a quelques jours, mais là, il est tombé à 29,59 de rendement annuel. C'est quand même bien, là. Donc, si on ramène ça par rapport à quelqu'un qui en aurait acheté pour 100 000 29,59, ça veut dire qu'il y aurait, dans le fond, 29 590 de revenus passifs par rapport aux 100 000. Donc, il suffit que quelqu'un, par exemple, ait à peu près 200 000 en HHIS. Puis, si on arrondit, ça fait un revenu passif d'à peu près 60 000 par année, là. C'est quand même bien, puis la personne n'a pas besoin d'avoir un gros montant, là, n'a pas besoin d'avoir 1,5 million ou 1,2 million.
Fait que c'est ça que je trouve intéressant. Pourquoi que je parle dans mes vidéos souvent d'HHIS? Parce qu'il se rapporte à 19 entreprises. Fait que le risque est mieux réparti qu'une seule entreprise. Puis, dans beaucoup de cas, il va surperformer des entreprises tout seul, comme Amazon. Vous voyez, il donne 16,07% de revenus. Tandis que l'autre, il surperforme. Même chose par rapport à LEDD. Il y en a plein d'autres, là. Microsoft, Nvidia. Il y a Palantir qui le dépasse, Tesla. Ensuite, il y a Meta qui est en dessous. Il performe plus que certaines fonds négociés en bourse qui se rapportent à des actions individuelles. Alors pourquoi prendre le risque de prendre une action individuelle en fonds négociés en bourse avec option d'achat alors que l'autre, qui en comporte 19, répartit mieux le risque et va donner une plus grande performance. Par contre, moi, j'en ai pris par rapport ici Tesla parce qu'il surperforme avec un rendement de 37,36% alors que l'autre qui est à 30%. Fait que ça, j'en ai pris quelques-unes individuellement. Donc, c'est ça. Les autres, ça reste à venir parce que c'est des produits qui sont récents. Mais bref, tout ça pour vous partager un petit peu ce que j'en suis dans ma démarche. Puis en même temps, ça plus des fonds négociés en bourse se rapportant des index, c'est plus relax. Ça demande moins de surveillance d'actions spécifiques ou de fonds négociés en bourse avec option d'achat se rapportant à une action spécifique. Parce que moi, si j'investis, par exemple, par rapport à l'entreprise Tesla, indirectement, à travers le fonds négocié en bourse qui s'appelle Tesla, avec option d'achat, ça demande un certain niveau de surveillance pour voir qu'est-ce qui se passe avec l'action. Donc, ça demande une certaine quantité d'énergie. Donc, c'est là où j'en suis. Puis humblement, je dois admettre qu'en tant qu'égo, vaut mieux dans mon cas, j'en suis venu à cette conclusion, aller chercher plus de rendement qu'avoir la fierté de dire que j'ai trouvé le ou les titres qui surperforment le marché. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Naturellement, par rapport à l'analyseur de fonds, je mettrai les coordonnées en bas de l'enregistrement parce que c'est intéressant parce que ça permet de comparer des fonds entre eux pour voir leur rendement au fil des ans. Et je répète en terminant que naturellement l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Investir comporte des risques. Et c'est important de bien s'informer naturellement avant d'investir pour savoir dans quoi qu'on s'embarque. Donc, c'est ce qui complète l'enregistrement présent. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.